Donc, nous avons vu précédemment qu'est-ce que la romanisation. On a vu que la romanisation, c'est l'acculturation des peuples conquis afin de les intégrer à l'Empire romain. Donc, c'est de transformer les peuples que l'armée a réussi à vaincre et transformer en de loyaux romains. Donc, l'objectif derrière ça, vous l'aurez compris, c'est de diminuer les révoltes. Hein. Les nouveaux peuples qu'on a fait la conquête sont probablement pas contents d'avoir été vaincus et de faire maintenant partie de l'Empire. Alors, il faut augmenter leur sentiment d'appartenance afin de diminuer leur sentiment de révolte. Parce que c'est simple, plus ils vont se sentir romains, moins ils vont contester le pouvoir de l'empereur et moins ils vont donc se rebeller ou de se révolter. Alors, il y a différents moyens pour parvenir à cette assimilation ou à cette acculturation. Mais ça tourne toujours autour d'un thème, c'est en fait de faire la promotion de la culture romaine. C'est par la culture qu'on va réussir à faire ça. Alors, plusieurs moyens, plus précisément. Alors, d'abord, on va reproduire des infrastructures. On va en voir quelques-unes dans quelques instants, de ces constructions romaines qui vont être faites un peu partout dans l'Empire. On va encourager aussi les divertissements romains. On va en reparler tout à l'heure. On va favoriser l'apprentissage de la langue latine et on va inciter à la pratique de la religion romaine. Les deux derniers points, je tiens à mentionner, ils vont être vus la semaine prochaine. Nous, on va se concentrer sur les deux premiers, c'est-à-dire les infrastructures et les divertissements. Alors, commençons par d'abord à définir une infrastructure. On l'avait vu en géographie, une infrastructure, c'est un ensemble de bâtiments ou des installations qui répondent à des besoins d'une population. Dans le cadre du chapitre sur le territoire touristique, on avait vu par exemple qu'il y avait des infrastructures touristiques comme les aéroports, comme des boutiques souvenirs, comme bon. Mais là, on va parler d'infrastructures de toutes sortes qui vont être construites par les Romains à travers l'Empire et qui vont justement augmenter ce sentiment d'appartenance-là des peuples nouvellement vaincus. Alors, oui, ce qui est important de mentionner, c'est qu'en termes de la construction puis de l'architecture, les Grecs étaient reconnus, on l'a vu au chapitre dernier, étaient reconnus pour la beauté de leur construction, pour le sens de l'esthétisme. Donc, ils étaient considérés comme des artistes en architecture. Les Grecs, eux, vont un peu copier les bâtiments grecs. Les Romains, donc, nous disent, ils vont copier les bâtiments grecs, mais eux, ils vont repousser plus loin, ils vont faire preuve de génie parce qu'ils vont être très, très innovateurs dans les techniques de construction et donc ils vont surpasser les Grecs à ce niveau-là. Ils vont utiliser des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui, comme la clé de voûte, qui va permettre de construire des bâtiments en hauteur. Ils vont aussi utiliser des nouveaux matériaux, comme le béton, qui vont faire des bâtiments extrêmement solides, si bien que la plupart beaucoup de constructions, beaucoup d'infrastructures romaines sont encore debout aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un exploit. La première infrastructure dont je vais te parler, c'est le Forum romain. Un peu comme à Athènes. À Athènes, il y avait le centre-ville, c'était l'Agora. Il y a un espace public en plein centre de Rome où les citoyens vont se réunir pour parler de politique, mais aussi faire des affaires. Il y avait toutes sortes de temples autour. Donc, c'est vraiment le centre-ville, le point de rencontre. Ça s'appelle donc le Forum romain. On a encore aujourd'hui, dans le langage courant, on utilise le terme forum pour un espace virtuel où on peut échanger, où on peut discuter. Et donc, ça reste dans le langage courant. Mais si on revient à notre forum, ils ont voulu reproduire ce forum romain-là un peu partout dans l'Empire. Donc, dans les grandes villes à travers l'Empire, on a reproduit à plus petite échelle le forum qu'on retrouvait à Rome, donc un lieu de rencontre important. Deuxième infrastructure, c'est l'Arc de Triomphe. Donc, ça aussi, c'est un bâtiment, un monument qui est normalement érigé en mémoire d'un consul, d'un général, d'un empereur ou d'une victoire importante. On va en construire un peu partout à travers l'Empire. Probablement l'Arc de Triomphe qui est le plus célèbre, celui que tu connais, c'est celui qu'on retrouve à Paris. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'est ni romain, il vient pas de l'Empire romain, il est beaucoup plus récent, mais il est d'inspiration romaine. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que l'Arc de Triomphe à Paris
a été construit par Napoléon il y a à peu près 200 ans. Il faut dire que Napoléon, euh, disons, avait une passion pour l'Empire romain. Il voulait recréer l'Empire romain. C'est pour ça il s'est fait offrir le titre d'empereur des Français. Donc, il y a des parallèles à faire entre l'Empire romain et l'histoire de Napoléon. Bref, les vrais arcs de triomphe, il y en a un à Rome. Celui-ci, c'est l'arc de Constantin. Donc, Constantin est un empereur important euh, au troisième siècle ou deuxième siècle après Jésus-Christ. Et puis, cet arc de Constantin est tout juste en plein milieu de Rome. Il est tout juste à côté du Colisée que tu as probablement déjà entendu parler. Euh, il y a d'autres arcs de triomphe qui ont été construits un peu partout à travers l'Empire. Celui-là, l'arc de Trajan, donc un autre empereur romain, est situé en Algérie. Donc, pour te montrer que même en Afrique du Nord, faisait partie de l'Empire romain, jusqu'en Afrique du Nord, on pouvait retrouver des arcs de triomphe. Prochaine infrastructure, ce sont les thermes. Les thermes, en fait, ce sont des bains publics où les Romains allaient gratuitement se laver. Il faut savoir que les gens en Antiquité avaient une hygiène personnelle qui était quand même respectable, hein. Contrairement à ce qui va arriver plus tard au Moyen Âge, où là, vraiment, euh, l'hygiène va être mise de côté, où les gens ne se lavaient pratiquement jamais ou très peu. En Antiquité, les Romains étaient quand même très propres de leur personne. Donc, ils se lavaient régulièrement. C'était un service offert par l'État. Donc, les Romains allaient de façon quasi quotidienne aller prendre des bains dans des endroits publics. Et c'était très, très bien construit, des installations qui étaient immenses, où on pouvait prendre des bains chauds. Comme tu vois sur l'image, les bains pouvaient être chauffés par en dessous, ou on peut prendre aussi des bains froids, donc on pouvait alterner. Il y avait aussi des salles où on pouvait obtenir des massages. Donc les thermes étaient des endroits très courus par les citoyens romains. On a construit des thermes un peu partout. À Rome, il y a un immense complexe qui s'appelle les thermes de Caracalla. Caracalla étant un empereur lui aussi. Et il y a un peu partout, à travers l'Empire, on a reproduit ces termes, donc ces installations de bains publics. Ici, c'est les termes de Lutèce, Lutèce étant l'ancien nom de la ville de Paris. Autre infrastructure, ce sont les aqueducs. Alors, les aqueducs répondent à un autre besoin, pas celui de se laver, mais d'obtenir de l'eau. Parce que, bon, avec les thermes ou avec les besoins des villes qui grandissent, on a besoin de une plus grande quantité d'eau. Alors, on va devoir apporter de l'eau vers les grandes villes. Ça peut paraître simple aujourd'hui d'apporter de l'eau avec des canalisations, avec des pompes, mais en Antiquité, sans pompe, c'est tout un exploit. Alors voici comment on va procéder. Donc imagine que la ville qui est sur le graphique ici, la ville elle représente la ville de Nîmes, pardon, Nîmes. Donc si la petite maison représente la ville de Nîmes, on a besoin d'eau. Alors si tu vois dans la vallée, à quelques centaines de mètres ou peut-être quelques kilomètres seulement, il y a une vallée où dans le fond il y a une rivière. Mais on ne peut pas apporter l'eau de cette rivière dans la ville puisque la rivière est plus bas, elle est à un niveau plus bas que la ville. Alors, on ne peut pas simplement utiliser la gravité pour que l'eau euh, puisse ruisseler vers la ville. Alors, on va devoir trouver une source d'eau qui est plus haute que la ville. Et parfois, on va aller chercher des sources d'eau qui sont à plusieurs kilomètres, à plusieurs dizaines de kilomètres. Alors, tu vois la source qui est complètement en haut à gauche, mettons un lac qui est en montagne, ben on va aller chercher l'eau qui est dans ce lac en montagne et on va l'acheminer tranquillement en construisant une canalisation, c'est-à-dire un tuyau fait de pierre. Et cette canalisation-là, qui va mesurer plusieurs kilomètres de long, va apporter de l'eau. C'est simple, t'as pas besoin d'aucune pompe, c'est juste de faire une pente inclinée, une douce pente, une pente qui n'est jamais trop abrupte, une pente qui est toujours un petit peu, qui descend toujours un petit peu et qui va comme ça sur des kilomètres. Donc c'est un exploit vraiment, vraiment immense de réussir à faire ça. Euh,
Parce que tu le vois sur le graphique, ben, parfois le terrain n'est pas totalement plat. Alors on doit contourner parfois des montagnes, mais on doit aussi contourner des vallées. Et là, comme on le voit sur l'image, ben, quand on a une vallée à contourner, on pouvait construire une espèce de pont qu'on appelle l'aqueduc, qui justement permet de faire passer la canalisation en haut, toujours en ayant une petite pente inclinée. Ça peut donner, donc on a une reconstitution historique ici, ça se trouve en Espagne. On est en train de construire un immense aqueduc qu'on va appeler l'aqueduc de Ségovie en Espagne. Je te montre une image plus récente. Donc voici cette construction immense, très impressionnante. Au dernier étage en haut, tu vois, c'est là que coulait l'eau qui était acheminée plus loin au centre-ville. Alors, ce sont des bâtiments extrêmement impressionnants qui sont toujours souvent debout, encore aujourd'hui, pas toujours, mais parfois. Euh, et là, ici, on a probablement l'aqueduc le plus célèbre du monde qui se trouve dans le sud de la France. Ça s'appelle le pont du Gard. Le Gard étant la rivière qui coule en dessous. Et tu vois donc le troisième étage, l'étage supérieur, c'est là, à l'intérieur, que coulait l'eau qui était acheminée tranquillement vers la ville de Nîmes, dont je te parlais tout à l'heure. La prochaine infrastructure dont je vais te parler, c'est l'amphithéâtre romain. Je vais essayer de faire ça pas trop long parce que j'ai tendance à m'emballer quand j'en parle. Alors, les amphithéâtres, tu en connais peut-être un, le plus célèbre, c'est celui, le Colisée à Rome. Donc, c'est un vaste édifice avec des gradins où on représentait des spectacles de gladiateurs, des chasses, des batailles navales. On va se concentrer d'abord sur l'édifice lui-même. Alors, comme je te disais, le plus célèbre est situé à Rome, il s'appelle le Colisée. Euh, il est quand même en très bon état, même si tu vois qu'il manque des morceaux. C'est immense, hein. Cette structure-là est vraiment très, très grande. C'est un bâtiment immense. L'amphithéâtre à Rome était le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain. Mais il y en avait d'autres qui ont été construits ailleurs, hein. Partout dans l'Empire, on construisait ce type d'amphithéâtre pour faire des combats comme ça, des spectacles. Cet amphithéâtre-là que tu es en train de regarder, c'est été construit en Tunisie, donc ailleurs dans l'Empire romain, en Afrique du Nord. Celui-là se trouve en Croatie. Donc, tu vois, un peu partout, il y en avait aussi en Gaule, donc en France actuelle, il y avait des amphithéâtres un peu partout. Et c'est toujours cette idée-là d'offrir des spectacles comme si on était à Rome, mais on les offrir un peu partout dans l'Empire. Donc, quels étaient ces spectacles-là? Bon, tu en as probablement déjà entendu parler, c'était des spectacles de combat de gladiateurs. Donc, c'était des spectacles qui étaient offerts principalement par des politiciens parce que ça coûtait cher organiser ces jeux-là. Et c'est des politiciens qui voulaient donc s'attirer la faveur du public en payant des jeux, en payant des spectacles. Euh, Ces gladiateurs-là, ben bon, qui étaient-ils ces gladiateurs-là, ces combattants? D'ailleurs, il y a plusieurs, je vais tout de suite mentionner, il y a plusieurs mythes entourant les combats de gladiateurs. Pendant longtemps, on a cru que les gladiateurs étaient principalement des esclaves, mais il semblerait, avec des nouvelles recherches, il semblerait que ce fut en fait en majorité des hommes libres. Il faut savoir que c'était très payant être gladiateur, combattre. C'était une façon de se sortir de la pauvreté et d'atteindre, non seulement d'atteindre un certain statut, c'est-à-dire d'obtenir de la richesse assez rapidement, mais c'est surtout obtenir une espèce de prestige, parce que les gladiateurs étaient des gens adulés, comme un peu les sportifs professionnels aujourd'hui, ou même les chanteurs ou chanteuses ou actrices d'Hollywood. Donc il y avait un certain intérêt pour des personnes à aller combattre. Comme je t'ai dit tantôt, il y a plusieurs mythes qui entourent les combats de gladiateurs. D'abord, contrairement à ce qui est représenté dans beaucoup de films ou d'ailleurs dans cette image-là, c'est plutôt rare qu'on voit plusieurs combats simultanément. Il faut dire que les gladiateurs, un gladiateur est très très bien payé. Un gladiateur a été entraîné pour combattre, donc ça vaut cher un gladiateur. Donc on ne va pas l'envoyer comme ça, aller se faire tuer en quelques secondes seulement dans l'arène. Donc, on en prend soin de nos gladiateurs, mais donc contrairement à ce qui
généralement dit. Les gladiateurs, c'est pas un combat entre deux hommes jusqu'à la mort de l'un d'entre eux. En fait, la majorité des combats ne menaient pas à la mort d'un des combattants. Et principalement, c'était un combattant contre un autre, seulement deux personnes dans l'arène à la fois. Mais bon, il y a plusieurs mythes aussi, d'autres mythes dont je veux te parler. Le mythe des fameux gladiateurs qui rentrent dans l'arène et qui vont saluer César ou l'empereur, en fait, c'est un mythe qui a été véhiculé par un peintre. Tu vois, ce peintre français qui s'appelle Jean-Léon Gérôme a vécu au 19e siècle. Ce type-là, donc, on est en présence d'une source secondaire. Ce type-là n'a jamais assisté à des combats de gladiateurs, mais il y avait une fascination, si bien qu'il a peint beaucoup de tableaux qui, avec le temps, ont comme un peu inspiré ou disons ont contribué à la diffusion de plusieurs mythes. Donc ce mythe-là où les gladiateurs allaient saluer l'empereur en début en disant bonjour empereur, ceux qui vont mourir te saluent, c'est ce que ça veut dire en latin, ben ça serait complètement inventé par cet artiste-là du 19e siècle. Donc de là l'importance de vérifier ses sources. Ça a même été reproduit dans la fameuse bande dessinée de Astérix, ce Ave César Morituri te salutant, donc ceux qui vont mourir te saluent. Bon, Astérix avec une autre forme de salutation. Euh, Toujours dans le même type, tu vois, un autre tableau de Monsieur Jérôme, pour te montrer, un autre type de mythe, c'est ce fameux geste posé par la foule, pouce en haut, pouce en bas. En fait, dans toute il y a très peu dans les sources de référence à ce genre de comportement. Donc, est-ce que pour mettre à mort un des combattants, est-ce que la foule va placer son pouce vers le haut en signifiant mité, c'est-à-dire épargne-le, ou au contraire en plaçant le pouce vers le bas en signifiant jugula, c'est-à-dire tranche la jugulaire, tranche la principale veine dans le cou, et c'est la mort assurée. Donc, on croit aujourd'hui que tout ça, ce serait des mythes, principalement euh, diffusés par notre fameux peintre Jérôme, puis après par le cinéma, puisque dans plusieurs films, on voit ce genre de comportement avec le pouce en haut, pouce en bas. La réalité est tout autre. Il semblerait en fait que, comme je t'ai dit, les combattants ne mourraient plutôt rarement dans les arènes. En fait, pas rarement, mais disons que un combat sur 10 peut-être menait à la mort d'un des deux combattants, ce qui est peu. Euh, ce qui est beaucoup, là. En fait, moi, si j'avais une chance sur 10 de mourir en allant saigner, je serais plutôt stressé, mais disons que c'est contraire à l'idée reçue, habituelle. Donc, tu vois, en réalité, il y avait un geste du doigt qui est évoqué, mais c'est les gladiateurs qui posaient ce geste. C'est pour, en fait, c'est comme pour dire à ton adversaire, je me rends, je me soumets. Donc, si tu lèves un doigt en l'air, c'est pour dire, tu t'avoues vaincu. Tu vois, c'est une mosaïque romaine, donc une source primaire où un gladiateur est en train de saigner de la jambe. C'est ce qui est représenté, là. C'est pas, on dirait que, je sais pas, il y a du jus de fruits qui sort du jus de tomate, en fait, qui sort de sa jambe, mais c'est en fait du sang qui coule et là, il signifie qu'il se rend par la levée de son doigt. Euh, mais il y avait, bien évidemment, il y avait des condamnations à mort, il y avait des combattants qui mouraient, et là, il y avait toute une façon de mourir de façon digne dans l'arène. Un combattant devait être prêt à faire face à la mort, un gladiateur, et s'il voit qu'il a été vaincu et que là, c'est la mort qui s'ensuit, eh ben, généralement, il y avait tout un rituel. Le gladiateur pouvait s'agenouiller, prendre la cuisse de son adversaire et offrir, en levant le cou, offrir sa jugulaire pour que son adversaire le tue rapidement et je dirais pas sans trop de douleur, là. Je suis pas certain que c'est une mort qui est sans douleur. Il y avait d'autres types de spectacles ces journées-là dans les amphithéâtres. Il y avait des spectacles de Vénationes. Donc là, contrairement aux gladiateurs, ce sont des chasses. Donc on plaçait des animaux de toutes sortes. Les Romains raffolaient de ce genre de spectacle-là. Donc on plaçait des fauves, des lions, des tigres, des ours, des biches,
des léopards, toutes sortes d'animaux. On faisait soit chasser on envoyait soit des chasseurs pour aller tuer ces bêtes-là, ou parfois on opposait des bêtes. Donc tu vois dans une des images en haut, on a enchaîné un ours et un taureau pour voir lequel allait mourir en premier. On offrait aussi des suppliciés, donc on envoyait des condamnés à mort se faire littéralement dévorer par des bêtes sauvages. On voit dans l'étage du bas un homme attaché à une espèce de brouette qui s'apprête à passer un mauvais quart d'heure puisqu'il y a un léopard qui s'apprête à lui manger le visage. Alors, tu vois, on faisait ça par exemple avec les chrétiens. Donc, les chrétiens, cette nouvelle secte qui est apparue au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et les chrétiens, au début de l'Empire, vont être interdits. Donc, ils vont souvent terminer, comme tu vois ici présent, avec cette mosaïque, source primaire également, ce malheureux condamné qui est en train de souffrir quelque peu, j'imagine. Alors, il y avait aussi d'autres types de spectacles très spectaculaires qui s'appelaient la nomachie. Ça, c'était beaucoup plus rare parce qu'imagine, il fallait remplir d'environ de quelques mètres, peut-être 2 ou 3 mètres, le fond de l'arène. On le remplissait d'eau pour pouvoir apporter des navires et reconstituer des batailles navales pour le plus grand bonheur des spectateurs. Donc, imagine la prouesse technique que ça exigeait il y a 2000 ans de faire ce type de combat. Finalement, donc, les amphithéâtres donc, étaient une façon de reproduire des spectacles à travers l'Empire. Et je vais terminer avec une dernière infrastructure qui sont les voies romaines. C'est peut-être moins spectaculaire de parler des routes romaines que de parler des spectacles de gladiateurs, mais les voies romaines ont une utilité immense dans la romanisation, dans l'acculturation des peuples vaincus. C'est simple parce que les Romains étaient des champions de construire des routes entre leurs principales villes. Donc, partout à travers l'Empire romain, on va construire des routes. Tu le vois sur l'image ici. Donc, des routes, il y en avait un peu partout dans l'Empire. Ça va bien évidemment favoriser les déplacements. Donc, les déplacements se font beaucoup plus rapidement quand il y a une route. Par exemple, au printemps, les routes avant étaient faites de boue, une route faite de terre en fait, et le printemps, avec la pluie ou peu importe au moment de l'année, quand il pleut, la terre devient de la boue et c'est difficile de se déplacer en charrette ou à cheval dans de la boue, alors qu'ils vont construire des routes faites de pierre, des routes pas très larges, là, environ quelques mètres de large, 3 ou 4 mètres de large, faites en pierre. Ça peut paraître simple, la construction de routes en pierre, mais crois-moi, peut-être que tu le sais, on est au printemps, donc avec le dégel et le gel, ils vont à Montréal plein de nids de poules. Alors, même encore aujourd'hui, on a de la difficulté à faire des routes qui ont de l'allure. Le réseau routier romain est encore existant. Tu vois ces routes de pierre qui sont encore aujourd'hui partout dans l'Empire, en Europe ou dans le bassin méditerranéen. Et ces routes permettaient le déplacement rapide de troupes, de marchandises ou de populations, tout simplement. On faisait généralement construire ces routes-là par les soldats romains qu'on utilisait comme main-d'œuvre pour construire des routes. Tu vois, donc l'Empire était, ça c'est une très ancienne carte où on voit que l'Empire, donc l'Europe était parsemée de ces routes et tu vois, il y a un cercle à droite, ce qui est la ville de Rome. Donc la ville de Rome était le centre de toutes ces routes. Donc les routes, les chemins de l'Empire convergeaient vers la ville de Rome, et c'est là que donc le fameux proverbe que tu as peut-être déjà entendu, la maxime, tous les chemins mènent à Rome. Donc c'était cette idée-là où tous les chemins de l'Empire se dirigeaient d'une quelconque façon vers la ville de Rome. Donc tu vois que cet empire-là romain va être immense, il va être tapissé de routes, et ces routes-là vont permettre la diffusion de la culture romaine et donc la romanisation. Et la semaine prochaine, donc, tu vas pouvoir entendre parler de cette culture romaine qui va être diffusée partout à travers l'Empire. Alors voilà, à bientôt.